Hello, hello, my international people. This is Louise Wachu on You and I. You Wachu and I International Talk on Radio, where we focus on international topics with our main concern being Africa. So, today's show is Congo is alive. Africa is hiring. Yes. You thought they were just going to bomb us and we were going to give up, right? Back to work. So we're going to speak to an author and activist from Montreal. I will let him introduce himself when bringing him on air. And today's show may be in French. So you, the international people who speak French, will be happy that today we may be parler français. Donc, today's show will be, we're asking about the Congo, what's happening in the Congo. Are they really going to go into elections? Really? We hear that Obama is sending military intervention troops in Uganda. And today's Italian newspaper Il Manifesto says that they have a huge story about Il Grande Gioco Africano, talking about the game that they are playing on Africa. It's, of course, not a humanitarian intervention as usual, and the American army is going after the entire Great Lakes, the heart of Africa, which we know their main target is Congo. So we are talking about all those things. So we are happy that we're still alive, so we can still talk about this. Until they bomb us. I'm speaking from Vancouver. I don't think NATO is going to be bombing its own home, but you never know. They may just specifically bomb me for calling them out on bombing my homeland. So, but I'm still alive, and for as long as I'm alive, I am calling out all injustices internationally. So anyways, let's call in our guest and see what's happening with Congo and what's happening with employment in Africa, because we are not going to go through a recession in every country, on every continent. Some continents are actually working. Haha, it's ringing. Yeah, I like doing this with you on air, live. If we fall on an answering machine, it's funny, right? We leave a message together. Hello? Hello, Didi. Yep. This is the You and I talk show on radio. Perfect. What's up? Wachu, how is you? Didi, I have not introduced you. I wanted the listeners, for you to introduce yourself to the listeners, and I have told everyone that we were going to have the show in French. So, as of now, on peut déjà commencer à parler en français, quoi. Ah, mais écoute, hein, comme moi je suis un colonisé, j'ai pas le choix, c'est en français seulement. Hein. On est trop colonisés, quoi. Entre moi qui est rwandaise et vous qui êtes congolais, on aurait pu parler en toute langue sauf l'anglais et le français, mais voilà, quoi. Franchement, hein, on va travailler, on va se parler en Swahili bientôt, là. On va travailler là-dessus. Ouais, on a vraiment besoin d'un show en Swahili. Je te dis. Bah, pour me présenter, écoute, moi c'est Mbepongo Dedi Biamba. Je suis un diasporien. Un diasporien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est né quelque part, qui a grandi ailleurs et qui se projette dans un autre environnement. Je suis né à Kinshasa. À l'époque, ça s'appelait encore le Zaïre. J'ai grandi en France, mais dans ma tête, je me prenais pour un Américain. Donc, tu vois un peu les désordres. J'en connais qui se prennent toujours pour des Américains. Jusqu'à maintenant encore.
Oui, 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 oui. Donc, au moins, vous parlez dans le passé. Exactement, exactement. Et donc, aujourd'hui, vous êtes quoi alors? Aujourd'hui, moi, je suis un jeune panafricain, qui vit en Amérique du Nord et qui, au quotidien, essaie de mettre en œuvre, écoute, mon talent, mon énergie, tout ce que je peux faire, hein, pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice à notre continent mère, parce que j'ai rapidement compris que oui, j'ai grandi quelque part, oui, j'ai voyagé ailleurs, mais au final, on a une mission, et cette mission, elle n'est jamais aussi bien réussie que quand on fait des choses pour chez soi. Oui. On peut pas Et surtout quand on va chez les autres, qu'on se rend compte que eux, ils rêvent d'être chez nous, quoi. ouais, ils y rêvent même pas, ils sont déjà chez nous. Ils sont déjà chez nous. Et, Sauf que eux, ils viennent armés, eux, ils viennent pas en réfugiés comme nous. Eux, ils viennent en bombardement, bombes, tout ça, là. Exactement. En plus des bombes très justifiées, hein, des bombes démocratiques, des bombes d'élection, des bombes de printemps, tout, hein. Mhm. Justement, je voulais vous parler du Congo, là. Bientôt, vous allez avoir des élections. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas avoir des élections dans des conditions pareilles. Mais est-ce que réellement, il va y avoir des élections au Congo? Je vais vous dire qu'il va y avoir des élections. Il va y avoir des élections. Il y a déjà pas mal tous les candidats sont déclarés. Rien de nouveau, hein. Tu sais, parmi les candidats, il y a des gens comme Kengo qui était déjà là sous Mobutu, des gens comme Kamere qui était président de l'Assemblée nationale sous, le président actuel. Donc, rien ne change. Mais tu sais, les élections, c'est quoi? Les élections, c'est un moment pour permettre comment dirais-je, à la communauté internationale de mettre des bonnes notes. Hein. C'est, toi, tu as bien travaillé, c'est bien. Tu rassures nos électeurs. Tu rassures nos électeurs. Parce que moi, je me dis, nos élections dans nos pays d'Afrique, c'est quoi? Je parle surtout de nos pays francophones. Hein. C'est quoi? C'est un processus pour permettre à nos chaperons de pouvoir donner des bonnes notes et rassurer la population en disant que oui, on est là-bas parce que là-bas, il y a la démocratie. Mais bon, je connais. Hein. Mais pour répondre à ta question, pour faire court, oui, il va y avoir un processus dit électoral, dit démocratique. Mais Oui. Et les- toujours pas de nouveau Lumumba, quoi. On a tout sauf un nouveau Lumumba, c'est ça? écoute, il y a des gens, tu sais, qui se, qui se mettent de l'avant, qui essayent d'apporter des choses. Malheureusement, comme le Lumumba, les gens trépassent. Que ce soit Motungu, que ce soit Floribert Chebeya et bien d'autres. Malheureusement, il n'y a pas au niveau politique, là, aujourd'hui, je ne vois pas de nouveau. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors de Obama qui envoie des militaires en Ouganda? Les gens ils disent que c'est vraiment pas pour l'Ouganda, c'est indirectement pour le Congo, tout comme la guerre du Rwanda, c'est indirectement pour le Congo. Qu'est-ce que vous pensez? Mais de toute façon, sans être cynique, le jour je parlais avec un ami qui m'expliquait que les États n'ont pas d'amis. Okay. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, euh, dans cette situation de crise mondiale, hein, les grandes puissances ont besoin de pouvoir continuer à acheter aussi bas pour pouvoir continuer à faire tourner leur usine et renflouer leurs caisses. Donc la situation chaotique du Congo est favorable pour beaucoup de ces pays. Donc le changement là, on ne le veut pas aussi profond que ça. Donc euh, le fait que la situation des Grands Lacs soit aussi instable, ça arrange beaucoup de gens, à commencer par certains Congolais. Et il y a les puissances qui bénéficient de l'accès aux ressources. Donc pour moi, tu sais, moi je me dis même depuis le Darfour là-bas, là, depuis le Darfour jusqu'à l'Ouganda dont tu parles, là, quand tu traces une ligne, là, tout ça c'est pour... Si tu traces la ligne qui part du Darfour jusqu'à l'Ouganda, tu vas pouvoir lister toutes les ressources dont ils ont besoin. Eh oui, après ça, ils payent des Burundais pour aller battre leurs frères africains en Somalie, des Kenyans
pour aller se battre en Somalie, des Rwandais au Congo, des Rwandais au Soudan. Non, mais c'est vraiment de l'ignorance totale entre Africains. C'est ça, mais c'est pas nouveau. Tu sais, à l'époque, Mobutu avait déstabilisé l'Angola. Même avant ça, tu avais des soldats kenyans qui s'étaient battus en Madagascar pour... Tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais maintenant, on n'est pas dans une situation de désespoir parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a une jeunesse qui parle, qui agit. Il y a l'information qui circule. Et aujourd'hui, les 30 ans que nos amis ont fait avant, là, ça va plus se dérouler de la même manière. Il y a une génération, une positive vision generation qui commence de plus en plus à bouger. Donc, quand on parle de ça, là, on fait un constat, toi et moi, mais nous-mêmes, on sait que rien n'est perdu. Ouais, et surtout, nous on a l'avantage justement d'être sans frontières, hein, parce que on a beaucoup de nos compatriotes dans nos pays sélectifs qui ne comprennent pas vraiment les enjeux au-delà de leur propre pays et qui stagnent dans les petits problèmes intérieurs. Et c'est ça qui fait que au-delà de nos petits pays, ça n'avance pas, quoi, parce que chaque pays est concentré à ses petits problèmes de l'intérieur et ne voit pas vraiment la situation globale. Mais bon, nous, en venant ici, on a l'avantage de voir l'Afrique en tant que tout un continent, quoi. Effectivement, c'est ça. Et ce qui est le pire, c'est que tu sais, je me rends compte qu'il y a vraiment des réalités qui sont occultées vraiment, vraiment terriblement. Quand je parle avec certains Sud-Africains, etc., pour eux, la situation va arriver là qu'ils ne savent pas du tout, ils ne sont pas au courant de rien. À croire qu'on vit dans des planètes différentes, quoi, tu sais. Oui. Donc, effectivement, dès l'instant tu as la possibilité de prendre du recul, tu peux voir les choses, mais est-ce que c'est intéressant même de se concentrer sur ces choses-là? Moi, il y a des gens qui me disent, tu sais, Dédi, tu vis même pas au Congo, puis tu n'as même pas de famille à l'Est, pourquoi tu parles de ça? Parce que j'ai un enfant qui un jour va me poser la question, papa, à ton époque, les gens mouraient, qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Non, mais il faut surtout en parler parce que moi, j'ai constaté que quand les gens y savent, l'être humain a quand même une conscience et tant que l'être humain a l'information, l'être humain peut réagir. Hein. J'ai eu la même expérience quand je suis allée récemment en Afrique, au Kenya, en Tanzanie. C'est juste à côté du Congo, mais les gens ne savaient pas ce qui se passait au Congo. On dirait que moi, je venais du Canada pour leur apprendre qu'il y avait une guerre juste à côté, quoi. Ça m'a trop choqué, quoi. Non, mais c'est ça. J'étais trop choquée alors que j'étais partie de Londres en parlant du rapport sur le Congo, des entrevues, tout ça là, médiatique, international. J'arrive en Afrique juste à côté. J'ai dit aux gens, ah ouais, il y a la guerre au Congo et tout, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quelqu'un avait essayé de me vendre un bijou qui venait du Congo. J'ai dit, ah! Non, ils ont dit, ah ouais, non, mais nous, on sait pas, nous, on fait business, hein. C'est ça, hein. Voilà, voilà, ils ont résumé ça, nous, on fait business, exactement. Ouais. C'est ça. Nous, on fait business. C'est malheureusement cette réalité-là, là, profonde, là, on fait du business. À la limite, c'est chacun son tour. Oui. À la limite, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour, maintenant, c'est le nôtre, bon, vous, salut. Ah oui, c'est vraiment ça. Même les opposants africains, regardez des gens qui sont en opposition pendant des milliers d'années, ils arrivent au pouvoir, rien. C'est à son tour de manger, c'est tout ce qu'ils ont calculé, quoi. Ça, malheureusement, c'est un système, en fait. Tu vois, c'est plus que les individus, c'est un système. Et dans ce système, il y a des mécanismes, des rouages qui fait que quand une personne entre là-dedans, soit tu es avec ou contre le système. Oui. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup en application de gens comme toi et moi qui sont de l'extérieur. Pourquoi? Parce que on n'a rien de plus. On n'a rien de plus que eux, mais on a des choses en moins. Tu comprends? Et les choses en moins qu'on a, c'est ce rapport à l'urgence, ce rapport à une certaine insensibilité que des fois je ne comprends pas. Oui, non, mais il y a aussi
le truc que j'ai constaté avec l'Africain, c'est qu'on se dit, bon, que Dieu est là et que demain, bon, Dieu sait, quoi. Voilà, Ben ça fait partie des rhétoriques, hein, tu sais, qui nous suivent et qui nous hantent parce que on a une forme de résilience, you know, like, au Congo, tu sais, on a une culture, comme la majorité des pays africains, tu vois, les éléments culturels sont basés sur la socialisation. Et la socialisation, pour nous, elle passe beaucoup par le partage de chants, le partage des danses, parce que les danses, elles ponctuent des moments de la vie, des naissances, des décès, etc. Oui. Et quand tu vois chez nous, par exemple, là, que tous les 3 mois, il y a une nouvelle danse qui se crée, c'est parce que le Congolais meurt et renaît tous les 3 mois. Et quand il renaît là, et quand, tu comprends, mais quand il renaît là, il renaît amnésique. Waouh. Tu vois, il renaît amnésique. Dis-toi que chaque nouvelle danse, en fait, c'est un moment de partage national dans lequel on exprime le fait qu'on est encore vivant, puisqu'on a encore de la créativité. Mais le problème, c'est que le Congolais meurt tous les 3 mois, et tous les 3 mois, il renaît avec une nouvelle danse, et puis un côté festif, etc. Mais si tu regardes bien, plus on avance, plus ces nouvelles danses sont de plus en plus à l'opposé de nos vraies valeurs. L'obscénité, mais à outrance, tu comprends? Oui. Alors quand je parle de ça, là, je suis pas un pasteur qui tu vois, qui va dire que je ne peux pas regarder un clip sur BET où il y a une tantine qui bouge. Tu vois? Oui. Mais plus ça avance et plus nos danses sont complètement à l'opposé de ce que l'on est. Donc malheureusement, c'est ça. On a une forme de résistance, mais plus le temps passe et plus on dévie. Même si on résiste, on dévie. Bah, ce parallèle, tu peux le prendre comme ça. Donc les gens sont encore vivants, les gens se battent, mais à quelles conditions? Moi, j'ai un ami qui vient d'arriver récemment, là, qui m'a dit que pendant 6 mois, dans son quartier, ils n'avaient pas d'électricité. Il partait voir les gens de la SNEL, donc l'équivalent de Hydro au Québec, là, et on leur avait dit que il y a des transformateurs, ok, mais les transformateurs sont politisés. C'est-à-dire que si tu veux prendre un transformateur, aller dans un quartier pour avoir de l'électricité, il faut que ce soit les gens du PPRD et il faut qu'il y ait les caméras, ok. Même pas tu vas quelqu'un du PPRD, la personne a amené un transformateur, les caméras, oui, voici un dos du PPRD, patati, patata, etc. Et le lendemain, dès que l'électricité est revenue, les gens ont oublié. Tu comprends? Les gens ont oublié qu'ils ont passé 6 mois comme ça. Les gens vont demander de compte à personne. Ils ont tellement galéré que le jour où ça arrive, c'est pardon, laisse-moi, c'est arrivé, c'est bon. Waouh. Ouais, c'est vraiment, ça va être un vrai changement de paradigme. Et vous parlez de musique, et je lisais justement récemment qu'il disait que dans le temps ancien, là, quand l'Africain était pharaon en Égypte, la musique était vraiment quelque chose de sacré, quoi. L'art de la musique est parmi les plus respectés, les plus hauts, et qui savent la puissance de la musique, la puissance de la danse. Et que donc, c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe comment que les gens faisaient la musique. Donc, on dirait que, est-ce que la libéralisation ou bien le fait qu'aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut se lever et faire la musique sans conscience, sans éducation spirituelle, c'est probablement, ça fait partie de ça aussi, hein, que vous dites. Parce que un artiste conscient crée quelque chose qui va être utile. Mais absolument. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, l'une des premières réactions du peuple congolais dans la diaspora, c'est de demander à ces artistes, chanteurs, de réagir. Exactement. Oui, parce qu'ils savent que la musique va aller partout. Exactement. Regarde comment ça se passe au Congo. Au Congo, aujourd'hui, la culture, en fait. Pour détruire un individu, attaque-toi à son identité, donc sa culture. Aujourd'hui, la culture congolaise, dès qu'il y a un élément populaire, c'est tout de suite lié à l'alcool. Tout de suite. Dès qu'il y a créer une nouvelle danse, un nouveau chant, tout de suite, c'est sponsorisé par de l'alcool. Ouais. Tout de suite. Ok? Mais regarde les Amérindiens chez nous au Canada. Une grande partie, c'est l'alcool qui les a détruits. Ouais. On nous ajoute là-bas l'alcool. Les Indiens d'Amérique, l'alcool. Les aborigènes d'Australie, l'alcool. Oh, ici à Vancouver, tu sais, ici à Vancouver, là où je travaille à la radio, quand je fais ma radio de jeudi, là, vraiment,
c'est pas très loin d'un quartier où il y a le plus grand nom. C'est connu à Vancouver, quoi, que l'alcool et tout. À chaque fois que je passe là-bas, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais non. On dirait quand même que ça m'inspire, ça me donne le courage de continuer parce que je me dis que non, l'Africain ne va pas devenir l'Amérindien. Parce que nous, quand même, qui sommes au Canada, on doit aussi leur renvoyer cette image, hein. Leur dire que c'est ça soit on redevient africain ou on va devenir amérindien, quoi. C'est ça. Sans manquer de respect aux Amérindiens, hein, mais malheureusement. Ben, on leur manque pas de respect, on parle de leur parcours, quoi. Et pour te dire à quel point ils sont exterminés, qu'il y en a un qui vient de me dire que je les ai insultés. Ils sont inexistants, ils sont où les Amérindiens? Tu en as, toi, des amis amérindiens? 15 ans, combien d'années on est au Canada, on n'en connaît pas. On n'en connaît même pas. Donc, imagine le jour que tu iras en Afrique et puis il n'y aura pas d'Africains. Et ceux qui seront là, les Africains qui seront là, ce sera des ivrognes ou qui dansent ou qui font du n'importe quoi. Ah, moi, des fois, je te dis, j'ai peur que... Mais si ça devait arriver, ça aurait dû arriver 100 fois. Tu comprends? Ça devait arriver 100 fois. Et donc, cette résistance, cette résilience-là, et maintenant, là, il faut faire attention parce que, ok, on tient un coup, mais à quel prix? Tu comprends? À quel prix? À quel prix, je veux dire? Oui, ok, on tient un coup, les gens résistent, etc. Ils restent créatifs, ils restent vivants, mais si c'est pour devenir l'ombre de soi-même. Je veux dire, si on reste des vivants, mais on n'est plus des bantous, et puis qu'on devient je sais pas moi, on se retrouve... Des zombies, quoi. Des zombies, c'est ça. Des consommateurs, oh mon Dieu. Mais bon, il y a des choses positives, hein. D'ailleurs, par rapport aux choses positives... Oui, justement, parlant de très bonnes choses là. Vous êtes justement sur l'avant pour ceux qui vont changer l'Afrique et d'une façon concrète là. J'entends que vous organisez un salon d'emploi à Montréal pour spécifiquement l'Afrique. Exactement, c'est une première au Canada. C'est le premier salon de l'emploi à destination de l'Afrique. Donc en fait, l'objectif, c'est de permettre à qui le souhaite de pouvoir rentrer sur le continent africain avec un contrat de travail. Parce que faut pas se leurrer, quoi. Les gens sont des individus qui ont des familles, qui ont des arbitrages à faire. Beaucoup veulent rentrer, mais la difficulté. Si tu veux rentrer au pays, si tu n'as pas un tonton ministre ou même une tantine par-ci, par-là, les gens ne vont pas aller et puis rentrer juste comme ça. Oui. Donc là, on donne une plateforme pour que les gens puissent rencontrer des entreprises qui ont des contrats sur le continent africain. Aujourd'hui, il n'y a pas on n'a pas d'entreprise africaine qui monte cette année, mais on fait venir un conférencier de Johannesburg, TB Ikalafeng. C'est Mr. Brand de l'Afrique du Sud. Il a un programme qui s'appelle Brand Africa. Et leur démarche, c'est justement de foster the full potential of Africa. C'est vraiment de favoriser les réussites et la compétitivité du continent pour attirer le monde. Parce que tu sais, hein, le thème de mon deuxième livre, c'est justement le retour de la diaspora. J'ai étudié un peu succinctement, tu sais, l'histoire moderne de l'Inde, Taïwan, la Corée, Taipei. Et l'une des premières choses, c'était d'impliquer sa diaspora. Premièrement, en envoyant de l'argent, ensuite en faisant du transfert de compétences, ensuite en rentrant physiquement. Oui. Donc ils ont fait des programmes très très précis. En Inde, par exemple, il y a il y a un jour qui est une fête nationale qui correspond au jour où Gandhi est revenu d'Afrique du Sud. Oui. Okay. Donc ce jour-là, en fait, c'est le jour du retour. Et donc c'est le jour du retour. Donc ce jour-là, en fait, ils font des choses spéciales pour les gens de la diaspora. Oui. Ah oui, non, mais vraiment, c'est très intéressant parce que les dirigeants africains, pays africains ont besoin de tout le monde, pour la diaspora, qui connaît l'extérieur parce qu'on deal avec l'extérieur. Et qui ont du respect qui connaissent les réalités locales. Ah oui, surtout qui vont travailler dans les intérêts locaux. Donc, c'est quoi vos top pays? Comment? Quels sont les pays que les gens vont aller? Quels sont les pays qui engagent présentement
Alors, dans votre salon? Qu'est-ce qui est disponible? alors présentement, pour te dire que quand nous on se fait du souci, les autres sont à l'aise. Au Congo, Mhm. beaucoup d'offres. Au Congo, beaucoup d'offres, notamment en infrastructure, en certaines. euh, on n'a pas fait en mining cette année, mais beaucoup de projets d'infrastructure. Congo, en Afrique centrale, c'est Congo, Angola, Cameroun, Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Ghana, Nigeria, Kenya, des postes en Kenya, pas mal de postes au Kenya, Nigeria et Afrique du Sud, beaucoup l'Afrique du Sud. Ah oui, hein. Donc c'est vraiment mélange, c'est vraiment mélangé là. Et Afrique. dans quel domaine? Alors c'est assez mélangé, Mhm. c'est assez mélangé, mais les domaines qui se démarquent le plus, ça va être le génie. Le génie, tout ce qui va toucher aux infrastructures autour de l'eau. Mhm. Il y a des programmes, il y a pas mal de programmes de coopération. Mhm. Coopération. On est au Québec et le Québec, il y a beaucoup d'organismes de coopération. Ça part des programmes pour des enseignants jusqu'à des programmes de santé publique, etc. Donc, il y a il y a quand même une majorité plus industrielle, commerciale, General Electric, SNC Lavalin, Sina Plus, etc. Et puis d'autres organisations type Oxfam, etc., qui ont des programmes de coopération. Non, mais c'est intéressant parce qu'on avait l'impression qu'ils voulaient pas trop engager les Africains pour aller travailler en Afrique. En fait, ils savent pas où les trouver, déjà. Mhm. Puisqu'ils sont pas, puisque déjà là, si ces Africains-là, ils les embauchaient ici, ils sauraient qui ils sont et ils sauraient que c'est indispensable de les avoir aussi là-bas. Mais vu qu'ils les engagent pas ici, ils les connaissent pas. C'est ça, ils les engagent pas ici, donc là Donc, finalement ils se rendent compte qu'il faut qu'ils les engagent d'ici peut-être. mais je vais te dire un truc, c'est qu'ils vont être extrêmement surpris. Parce que on a environ 400 personnes qui sont inscrites. Si tu vois les CV, Wow. si tu vois les CV, moi c'est simple, moi je te dis, ça va déranger le gouvernement canadien. Ah, ça, je te dis. Puisque aujourd'hui, ils font des pieds et des mains, pour qu'on vienne ici. Non. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas, ils font pas d'enfants, ils ne veulent pas aller à l'université. Donc c'est nous, c'est nous qui faisons. Ouais, Si c'est ça, hein. si Les Canadiens, ils font pas d'enfants, ils veulent pas aller à l'école, hein. Bientôt, vraiment, ils seront les Noirs. tu comprends? Donc si maintenant nous, on dit tous les talents là, plutôt que toi, tu es ingénieur télécom, tu es responsable financier, tu es ça, plutôt que d'aller faire les services à la clientèle chez Rogers, Oui. on a bien, voilà, tu vas voyager avec Kemet Airlines et tu vas aller faire ça là-bas. Oh yes. Le Est-ce que capital les du Canada. gens sont limités à certains pays où les gens peuvent aller dans le pays qui les attire selon selon la job qu'ils trouvent, quoi. Il n'y a pas vraiment telle nationalité va dans telle région. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des entreprises qui ont des contrats privés publics dans lesquels ils ont des quotas. Mhm. Par exemple, en Angola et au Congo, dans les contrats que les sociétés qui sont là-bas ont, ils ont l'obligation de prendre une partie de nationaux. Mhm. Ouais. Il y a quand même certains de nos gouvernants font quand même l'effort de favoriser le développement de leurs nationaux. Oui. Ouais. Ça veut dire que vraiment là, Donc, c'est dans leur quota des nationaux, donc les Africains, j'imagine, qu'ils peuvent engager aussi les Africains de la diaspora. en fait, ils peuvent prendre tout le monde, ok. Et Mhm. maintenant, par exemple, toi, tu as un contrat à Mbandaka ou bien Kisangani, on va te dire, ok, vous avez le chantier pour construire un barrage, mais vous avez besoin de combien de personnes? 50 personnes. Dans les 50 personnes, il faut qu'il y en ait au minimum 30 Angolais. Mhm. Peu importe d'où ils viennent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a organisé ce salon, certaines personnes nous ont dit, ce que je peux comprendre, ah oui, mais vous prenez déjà que les jeunes n'ont pas de travail là-bas, vous prenez leur travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jobs qui seront donnés, quoi qu'il arrive, ils ne les auraient pas donnés à des locaux là-bas. Ils Mhm. auront donné des jobs d'appoint. Tu comprends?
Mhm. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de société de génie civil congolaise ou burundaise ou à 100%. Ok. Donc, Mhm. malheureusement, les étudiants n'ont pas fait ces stages. Et tous les professionnels qui ont travaillé sur ces projets-là, c'est soit à l'époque des Belges, soit à l'extérieur. Oui. Tu comprends? Parce que quand les Chinois viennent, ils viennent avec leurs propres gens. Donc il n'y a pas de transfert de compétences. Donc quoi qu'il arrive, euh, un supervisor d'un chantier pour la construction d'un barrage, bah, forcément il est ici. Il est ici. Oui. Donc ce qu'on dit, c'est que maintenant l'événement est ouvert. Tout le monde peut venir. Mais ce qu'on dit aux entreprises, attention, prenez des nationaux. Pourquoi? Parce que ils ont une volonté supplémentaire. Un truc tout Mhm. bête. Hein. Si demain, là, un Camerounais va à Douala et puis qu'il travaille sur tel projet, là, s'il y a une coupure de société, il va tenir le coup. Le Québécois va craquer. Il va craquer, mais c'est quoi ça? Nous, on va rester jusqu'à ce que ça change. Oui. Et Ah. c'est vraiment important que... En fait, il faut que... C'est à nous de le faire. Et quand je dis c'est à nous de le faire, c'est... Aujourd'hui, on souffre, nous, de voir des images de nos frères quitter le continent par la mer et mourir dans l'eau. Ok. Oui. Nous, on veut des histoires de gens qui rentrent business class au pays. Oui. Parce qu'on veut que ces jeunes-là qui quittent à tout prix en traversant le désert ou la mer, il faut leur donner l'exemple. Non, 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 non. Oui, on a des opportunités à l'extérieur, mais regardez, nous, on revient comme ça. Donc, Oui. quand vous partez pour revenir comme ça, Oui. tu comprends? Eh Donc, oui. si on part pour revenir dans ces conditions-là, ça prend des papiers, ça prend un projet plus que de juste arriver. Parce que vraiment, un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est quoi? Il ne reste plus quoi? Il ne reste rien. Il ne reste que les faux politiciens, là. Oui. Et les entrepreneurs, hein? Les gens qui sont indépendants, qui ne voudraient pas nécessairement aller travailler pour une compagnie qui aurait leurs idées là. Est-ce qu'il y a des opportunités pour eux? Alors, dans le cadre de notre salon, non. Nous, c'est un salon de recrutement. D'ailleurs, Mhm. je suis en partenariat avec un site internet qui s'appelle AFUTjob, AFFUTjob.com. C'est des Africains de Montréal aussi. Il y a un salon à Montréal qui s'appelle Afrique Expansion, qui est un peu sur les opportunités d'affaires, mais c'est plus un événement qui permet aux entreprises canadiennes, québécoises de découvrir des marchés là-bas. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, nous, en 2009, on avait fait un salon au Compte Hôtel de Kinshasa, le salon J'ai fait au Congo, où Mhm. un salon qui visait à encourager les entrepreneurs à partir euh, développer des activités là-bas. C'est quelque chose que nous on pense bien parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment important. Mais ce que je me dis une chose, hein, la première étape c'est déjà que les gens soient sur place. Une fois que les gens sont sur place, ils vont découvrir la réalité locale, ils vont voir leur potentiel, et là, je pense qu'ils vont pouvoir vouloir pousser à l'entrepreneuriat ou non. Tu comprends? Moi, j'ai des amis qui sont rentrés, et la majorité des gens qui sont rentrés, au bout de quelques mois, au bout d'un an, c'est là qu'ils commencent à partir une business. Oui. Mais Ça il prend faut du temps pour s'ajuster au système local, hein. exactement, exactement. Si tu es comme ça, et tu décides, non, je vais là-bas faire une business comme ça, ok, c'est bien, mais il faut des réalités. Même moi, je te parle comme ça, là. Même moi, si je veux monter mon business là, même pendant la temps d'adaptation, par respect des réalités locales, mais Oui. aussi pour prendre du recul, etc. Donc, pour moi, je me dis, première des choses, c'est que il faut qu'il y ait du monde là-bas. Oui. Pour qu'on puisse rentrer. Voilà. Il faut qu'on puisse rentrer. Parce que tu sais, quelqu'un comme toi et moi qui rentrons là-bas, on va prendre une maison, on va embaucher du personnel, non? On va Oui. consommer. Oui. Non? On va apporter notre énergie, etc. Tu comprends? Donc c'est Oui. vraiment important que cette démarche de repartir là-bas. Et une fois qu'on sera là-bas, on va observer. On va. Mais il faut partir dans de bonnes conditions. Parce que si tu pars comme ça, là,
peux pas, tu vas pas arriver, je sais pas, tu vas pas arriver à Bujumbura pour faire monster.bujumbura et puis tu vas trouver comme un job comme ça tout seul là. Tu comprends? Quand tu arrives là-bas, Oui. il y a des réalités, les gens ont des enfants, des femmes, tout ça. Non, 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 tu sais, toi et moi, on est un peu fous, tu vois. On est un peu fous et puis on pense tous les jours au continent, puis on prend des risques même, tu comprends? Mais d'autres personnes n'ont pas cette folie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. D'autres personnes sont OK, ça m'intéresse bien le continent, mais il me faut un job, il me faut une certaine sécurité. C'est ce qu'on leur offre, c'est ce qu'on leur offre. Et une fois qu'ils seront là-bas, God knows. Ouais, non, mais c'est vraiment une excellente idée, un excellent salon, et surtout que ces gens-là vont aller là-bas avec leurs enfants. On veut de nouvelles générations qui grandissent en Afrique, parce que on en parlait récemment. Là, je sais pas si vraiment des Africains qui grandissent en Occident, c'est une bonne idée, parce que on voit très bien ce que ça donne comme résultat. Hein. Exactement. Et non, mais absolument, ça prend des gens comme moi qui savent même pas parler lingala. Donc, le jour où je te dis, donc le jour où je te Non, Dédi, tu parles pas lingala? Je parle avec un accent de prêtre. Mais vraiment, hein? Un faux Congolais comme toi, tu peux pas être président alors. Franchement, je te dis. On va t'accuser d'être quelque chose comme un Rwandais, quelque chose comme ça. Tu parles même pas lingala, c'est gâté pour toi. Non, je parle avec un accent, même si toi-même tu m'entends là, tu vas savoir que c'est faux. Vraiment. Alors que moi, vraiment, je cherchais à apprendre le lingala depuis, parce que justement, en parlant de la musique, on a vraiment grandi sur Amingisile, Bayaya, Amingisile. Ah, mais il faut pas comprendre les paroles parce qu'ils disent n'importe quoi. C'est ça qu'on m'a dit. Malheureusement, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, quand j'étais jeune, j'étais là, ouais, on danse la musique congolaise. Il peut pas y avoir un party de Rwandais sans la musique congolaise. Mais après, je dis, je vais apprendre le lingala pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Ils me disent, mais ils disent rien. Ils disent rien du tout. Alors qu'à l'époque de Luambo, à l'époque de Rochero, Franco, etc., c'était des choses, hein. Ils disaient des choses, vraiment. Il y a même des gens qui ont fait des thèses. En Europe sur les chansons de Franco. Waouh! Ah, mon Dieu. Il faut que les jeunes sachent ce genre d'informations. Mais moi, je pense que ton fils, par exemple, lui, va être un grand artiste spirituel, scientifique, écrivain, tout ça là. Il s'appelle Niezi. Oui. Quand il Congo du bas, Congo, ça veut dire lumière des étoiles. Waouh! Niezi! Waouh! Rien que ça, il n'a pas le choix. Voilà pourquoi il faut appeler ses enfants des noms qui veulent dire quelque chose. Et tu sais que moi, c'est des Africains qui me demandent comment il s'appelle Niezi. Oui, mais c'est tout. Oui. mais tu voulais savoir si Paul ou Pierre ou non, ça va. Oh my God, non, c'est pas possible. Tu sais pourquoi? En fait, ça les perturbe parce que ça les rappelle qu'ils ont essayé de cacher depuis là. Ouais. Parce que tant qu'on s'appelle tous Kevin et puis que on a des cheveux en plastique, voilà, c'est bon, on est camouflé, ça va. Mais le jour où toi tu viens là, tu es avec ton gros nom là, Mbépongo ou Miezi, comme si les gens te disaient chut, va nous paix, chut, shut up. En tout cas, c'est excellent. Et heureusement qu'on est à l'époque où on peut le faire. Hein, parce que regarde comment les Noirs américains, on a tous effacé leur nom. Ça a quelque chose sur leur conscience. Hein, parce qu'un nom te rappelle d'où tu viens, ce que le nom veut dire. Tu sais, souvent quand on parle de ça, les gens me disent ce n'est qu'un nom, etc. Ok, donc ce n'est qu'un nom. Hein. Donc, si c'était qu'un nom, alors, comment ça se fait dans le métro de Montréal, il n'y a pas une station Kuruma ou bien une station Ouakou, hein? Pourquoi? Pourquoi en France il n'y a pas une rivière qui s'appelle Kisangani? Non.
Jamais. Ah oui, hein, mais ils ont quand même pris le temps de renommer des lacs Victoria. Hein. Voilà, exactement. En plein cœur de l'Afrique. Le lac Albert, nous on a un lac Albert. pour te dire. Donc les gens vont te dire que non, c'est pas important, mais en même temps, eux de leur côté, ils disent. Parce que tu sais, là on parle de la langue. Pendant que en France par exemple, ils ont un ministère de la francophonie dont la mission est de veiller à ce que le français reste fort dans le monde entier. Nous, on considère que parler Kinyarwanda ou Lingala, c'est seulement pour les domestiques. En tout cas, le ministère de la francophonie a réussi, hein, mais voilà, toi et moi, on parle en français, quoi. Mais si c'est un outil, pour moi une langue, ok, c'est un outil de communication. Oui. Si c'est un outil, ça va. Regarde, moi, on fait venir un conférencier d'Afrique du Sud. Moi, je ne parle pas trop ça, ok. Lui, il ne parle pas Lingala. Oui. On a une langue qui nous permet de communiquer, c'est l'anglais. Pas de problème. Mais c'est pas cette langue qui doit me définir. C'est-à-dire que cet outil-là, je dois pas être subordonné à cet outil. C'est-à-dire que, ok, c'est un outil qui me permet de communiquer, mais je ne dois pas me sentir inférieur à la personne dont c'est l'origine, tu comprends? Oui. Ça. Le fait qu'on parle une langue, on parle en français, ben c'est un outil, c'est parfait, très bien. Oui. Si on veut parler en espagnol, on doit communiquer, non? Ça, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, parce que je parle français et pas toi, je me sens supérieur, là, il y a un problème. Oui. Là, il y a un Ah oui, problème. oui. D'ailleurs, je devrais être plus honteux de ne pas parler lingala que être fier de parler mieux anglais. Oui. Ah oui. Et puis, franchement, les pays africains qui font la priorité des langues étrangères au lieu de faire leur langue, moi, je comprends plus rien, quoi. Regarde. Quand si toi demain tu vas à l'administration, ok, et que la personne qui est de l'autre côté du comptoir te parle en français, et puis que la personne se moque de toi en français, tu vas pouvoir la ramasser bien comme il faut là. Ne me fais pas te raconter mes expériences en Suisse. Je te connais. Mais si maintenant, moi, je parle un tout petit peu espagnol, ok? Si maintenant, moi, quelqu'un se moque de moi en espagnol, je vais lui répondre, mais comme 10% de mon débit. Je vais être là, pourquoi me dices, pourquoi je ne saurais pas répondre. Mais si la personne joue avec moi en français, je vais la ramasser tellement, ok? Imagine-toi maintenant que nous, dans nos propres pays, on donne la possibilité aux gens de venir dans les meilleures conditions pour nous blaguer. On a dit non, venez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, nous on va tout adapter pour que quand vous arrivez, ce sera facile pour vous. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va parler vos langues, on va porter vos habits, on va s'appeler comme, on va porter les mêmes noms que vous, comme ça quand vous viendrez, vous serez à l'aise. Oui. Non, mais est-ce que les Européens ont un problème quand même? Ils sont incapables d'apprendre ou c'est le manque de volonté ou c'est justement À l'avenir, quand même, les Européens vont devoir apprendre le Swahili, le Lingala et compagnie. Hein? Non, ma soeur, le jour où ils auront besoin de le faire, c'est quand ils n'auront pas le choix. Pourquoi aujourd'hui tu crois que les gens commencent à apprendre le mandarin pour le business? Moi-même, j'ai envie d'apprendre le mandarin, là, de chinois, là, avec le faïta, là. Toi-même, tu habites en Chine. Vancouver, c'est la Chine, hein? Et puis, ils font tout le temps semblant qu'ils ne parlent pas anglais jusqu'à ce que vous devez négocier le prix. Là, ils parlent anglais. C'est ça. Non, je te dis, les gens, en fait, moi, je parle du principe, hein, les gens vont fonctionnent par obligation, par intérêt. Le jour où le Swahili, par exemple, pour ne citer que ça, sera une langue, sera parlée dans une zone où les affaires sont fructueuses, et que ça devient une condition pour pouvoir faire des affaires, les gens vont le faire, tu vas voir. Oui. Les gens vont le faire. Les gens vont le faire. J'ai hâte. J'ai hâte. Vraiment, j'ai admiré comment en Tanzanie, tout le monde parle le Swahili.
Et c'est Nyerere qui a instauré ça, hein. C'est même pas une histoire d'il y a très longtemps, là. Donc, ce que vous dites est très, très réalisable, hein, d'ici quelques années, parce que Nyerere n'est même pas mort il y a très longtemps. C'est ça. Non, c'est réalisable, hein. Mais seulement il faut que... Qui parlait de ça? Je disais le livre de Wangari Maathai, c'était à son âme, qui parlait de ça, qui expliquait que l'identité d'un individu, elle s'exprime par les mots qui sortent de sa bouche. Oui. Mais si maintenant il faut un filtre, etc., tu ne connais pas la vraie personne. Non, non. En fait, il faut juste qu'on réhabilite qui nous sommes. Quand on sera à l'aise avec qui nous sommes, à l'aise avec nos propres noms et prénoms, avec nos cheveux, avec nos teints, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos histoires, avec toutes ces choses-là, tant qu'on ne sera pas, tu vois, réconcilié avec nous-mêmes, tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne pourra pas aller de l'autre côté et s'ouvrir au monde. Tu sais, hein, comme je dis, hein, on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Mhm. Regarde, on a des séquelles, hein. Tu sais, au Congo, là, pendant la colonisation, là, on avait, tu sais, ce qu'on appelle les cartes d'évoluer. Les cartes d'évoluer. Oui, ça veut dire que, bon, dis-toi que, tu vois l'apartheid dont on parle en Afrique du Sud, là, ok? Ouais. Bon, dis-toi que l'apartheid, là, c'était partout où il y avait des blancs en Afrique, ok? Ouais. Maintenant, au Congo, les Belges avaient un système d'évoluer, ça veut dire que les gens avaient une carte dans laquelle il y avait marqué « évoluer ». Et comme tu évolues, tu peux aller dans telle école, tu peux aller dans tel magasin, tu peux aller dans tel machin. Donc, les Congolais faisaient des pieds et des mains pour être parmi les évolués. Et donc, parmi les critères, il fallait s'appeler Marguerite, fallait dire autobus et pas autobus. Il fallait, alors, si tu étais métis, bah alors c'est génial, même pas besoin. Tu C'est es, très évolué, quoi. c'est comme si on te crédite tous tes diplômes. Waouh. Non, Donc, mais tout ça là, il y a des séquelles, hein. c'est presque comme la carte d'identité qu'ils ont créée au Rwanda avec les ethnies, hein. Ça, c'est presque une ethnie, ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce que j'imagine que bon, ils étaient au Congo en même temps qu'ils étaient au Rwanda. Peut-être que le Congo, c'était peut-être d'autres circonstances, mais tu vois, c'est quand même le même système de vouloir séparer et diviser la société en créant une carte qui crée toute une nouvelle classe. Et qui matérialise ça. Tu sais, c'est vraiment important de l'expliquer. Tu sais, hein, les gens très souvent nous font culpabiliser de regarder l'histoire. Tout à l'heure, tu as parlé de l'ancienne Égypte. Okay. Les gens nous font culpabiliser. Ah non, vous, toujours le passé. Ah, you have to live in the future. Non, 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 non. Si c'était vrai, hein, qu'ils vivaient dans le passé, hein, est-ce que tu penses que, comme 10 ans plus tard, ils allaient continuer à chasser les gens du 11 septembre? Est-ce que tu penses que 50 ans plus tard, ils allaient continuer à pourchasser les nazis? Ah ouais, ne parlons pas de tous les films de juifs qui sortent chaque année. Ok, donc ça veut dire que le passé, c'est pas bien. Et il faut qu'on explique, parce que le problème c'est quoi? Les gens parlent du Rwanda, les gens parlent du Congo, les gens parlent de ces choses-là. Tant qu'on n'explique pas le pourquoi du comment, eh ben, les gens vont juste se dire, ok, ben, comme d'habitude, c'est des noirs qui se tuent entre eux. Il n'y a rien de nouveau là. Mais tant qu'on explique, moi je t'explique la carte d'évoluer, tu comprends, mais tu dis, ah ok, donc c'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'on a une telle tendance à considérer que le fait d'être intelligent au fait de parler français. Ah oui, quand on explique, ça, il faut qu'on explique les choses, parce que quand on regarde pas l'histoire et qu'on n'explique pas les choses, eh ben, on comprend la manière dont les autres, juste de la manière dont les autres nous regardent, mais pas la réalité. À tel point que c'est important de comprendre et d'expliquer, à tel point que le gouvernement français avait fait une loi pour que dans les manuels d'école, on présente les effets positifs de la colonisation. C'est-à-dire qu'on fait une loi, vous avez fait une loi juste après que Madame Taubira avait fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, ok? Ouais. Après ça, ils ont fait une loi votée pour présenter les effets positifs de la colonisation. Donc ça veut dire que pendant que eux ils réécrivent l'histoire, nous on nous interdit de regarder la nôtre. Et c'est nous-mêmes des fois qui nous interdisons ça. Oh non mais pourquoi tu veux que je m'appelle Mbepongo ou bien Miezi? Pourquoi tu veux que j'ai mes cheveux comme ça? Pourquoi tu veux si bon? Ça c'est le passé.
Ah, le passé, hein, ok. Comme si, alors, moi je demande, dis-moi, dans le passé, à quel moment nos gens ont décidé par eux-mêmes de devenir comme ça? Si tu me trouves dans notre histoire, le jour où nos gens ont décidé, attends, ma soeur, quand je vais dans le village de ma mère, les gens s'appellent Marguerite, ok? Et quand je demande aux gens, mais par rapport au nom de mon fils, là, quand on me demande, oui, mais, oh, mais non, mais tu sais, Jean-Paul, machin, ça fait aussi partie de notre culture. Je dis, ah, ok, d'accord, bah alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le prononcer si ça fait partie de notre culture? C'est vrai. Il y a des gens dans le village de ma mère à Mapango qui s'appellent Casimir. Ils s'appellent Casimir. Les gens disent Casimir. Ben, si vraiment c'était notre culture, on saurait le prononcer quand même, si c'était notre culture. C'est vrai. Tu vois, Marguerite. Mais non, c'est pas notre culture. Marguerite. Sinon, Même ma grand-mère s'appelle Marguerite. Ça me fait rire. non, ça veut dire que c'est pas à nous. C'est pas à nous. Si vraiment c'était notre... Vraiment. Tu te rends compte, on est en train de se battre. On est en train de se battre pour... Aïe, c'est difficile. Hein. Tu sais, il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail dans nos têtes. Il y a un travail dans notre façon de nous percevoir, dans notre façon de communiquer. Il faut que ça change au niveau de nos politiques. Il faut que ça change au niveau de l'économie. Il faut qu'on puisse... sur beaucoup de points. Mais... le chemin est long, mais je suis vraiment content que... Oui, mais au moins, on est sur le bon chemin. Et surtout, vous faites quelque chose de concret et de réel là-dessus. Vous êtes déjà sur votre deuxième livre. Quand est-ce qu'il sort là? Ben, en fait, là, je l'ai mis un peu en stand-by parce que je voulais vivre pleinement cette expérience du salon. Tous les jours, je parle avec des gens qui veulent rentrer en Afrique. Et puis le jour du salon, je vais rencontrer peut-être 300 personnes qui veulent rentrer en Afrique. Donc, à 300 parcours, 300 expériences, 300 personnes qui vont me dire pourquoi ils veulent rentrer. Wow. Et j'attends de vivre ça pour Ah oui, pour inclure ça, hein, parce que c'est tellement d'histoires. Ah oui, ça c'est vraiment une très bonne façon de tout savoir en fait. Oui, parce que moi j'invente rien, moi je veux vraiment coller à la réalité. Là. Donc courant 2012, premier trimestre 2012. J'ai déjà écrit une grande partie, mais elle est un peu théorique. Hein. Là maintenant je veux plus de vécu. Ah vraiment, j'attends. Ouh, alors là, vraiment il faut que je revienne à Montréal, ou bien il faut quand même faire des tournées qui vont jusqu'à Vancouver. Non, mais faut que je fasse traduire le premier déjà, et puis on va travailler pour ça. Ah oui, 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 vraiment, c'est une excellente idée. Montréal, oh, j'adore Montréal, ça me manque trop à Montréal. Non, mais je vous dis, hein, Montréal, c'est quand même très multiculturel, ça apprend tout le monde à vivre avec tout le monde. C'est un environnement inspirant, Montréal. Ouais, Montréal c'est très, très riche. C'est vraiment très, très riche. Et vous-même, Alors, ça se passe où le salon spécifiquement? Alors, ça se passe à l'hôtel Le Gouverneur. Mhm. C'est sur Saint-Hubert, c'est croisement Saint-Hubert Maisonneuve, Saint-Hubert Sainte-Catherine, sur le métro Berry-UQAM. Ah, je vois, je vois. Hey, mais c'est à l'université là? Ouais, tout proche. C'est vraiment à la sortie place du puits métro Berry-UQAM. Mhm. Excellent. Et c'est quand exactement Alors, les portes ouvrent à 9h30 et le salon termine à 5h30 p.m. C'est ce et on a des samedi, conférences. hein? C'est ce samedi-là, ouais. Et la conférence de M. Kalafeng aura lieu à 10h40. Mais il y a juste 60 places là, il en reste une quinzaine comme ça. Mais ça, c'est un truc qu'il devrait faire comme 2 jours au moins, non? Tu sais, c'est la première édition. Okay. Mhm. On est parti sans argent, que avec seulement notre énergie. Et il a fallu convaincre les entreprises que oui, il y a des gens qualifiés, que oui, il y aura du monde, que oui, on va bien organiser ça, que oui, on est sérieux. Et trouver les entreprises. Tu sais, il y aura 14 entreprises qui sont présentes, mais j'ai dû en contacter 600. Oui. Tu comprends? Waouh. Est-ce que les gens payent pour faire partie du salon? Non, pas du tout. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils s'enregistrent avec leur CV. Ok. Non, Comme ça, au moins, on sait combien de gens à qui on peut s'attendre, ou au moins combien de gens auront envoyé leur CV, quoi. Exactement. Puis aussi, on sait dire c'est quoi le profil de l'Africain de Montréal.
Et les gens viennent pas que de Montréal, les gens viennent de Toronto, les gens qui viennent de Toronto, les gens qui viennent de Ottawa, les gens qui viennent de Calgary pour l'événement, pour ça. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une très bonne opportunité parce que il y a beaucoup d'Africains. Et puis c'est très original comme idée parce que tout le monde en parle depuis, mais personne n'avait fait quelque chose de concret là-dessus. Donc c'est la première année, j'espère que vous en aurez encore plus parce que ce n'est que le début, quoi. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est ici en fait qu'il faut recruter. Hein. Oui, 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 de toute façon. Et puis, je te dis, hein, il y aura des impacts très positifs localement aussi. Parce qu'il va y avoir du transfert de compétences, il va y avoir des familles qui vont être réunies, il va y avoir des enfants qui vont grandir là-bas. Imagine-toi un petit enfant qui a 8 ans, il part là-bas, il va avec son papa pendant 2 ans, il va vivre là-bas, il sera content de... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excellente idée. Et c'est quoi déjà le site web pour que les gens y Alors, sachent, comme ça, même quand on va envoyer l'information? alors c'est Afrique plein emploi. Afrique plein emploi. Le nom de l'événement, c'est Afrique plein emploi. Déjà, même le message là, c'est que notre objectif, c'est qu'un jour, il y ait le plein emploi en Afrique. Okay. Ouais. Donc, on a mis ça comme nom parce que ça devient une promesse. Donc, c'est afriquepleinemploi.com. afriquepleinemploi.com. Eh oui. Alors, il nous reste 3 minutes. On peut les passer à parler du Swahili parce que, voilà quoi. Comme on dit qu'on retournait en Afrique. Je te dis, on parlait du Swahili. L'autre jour, là, il y avait un technicien qui était venu à la maison pour m'installer le Wi-Fi. Okay? Et il me demande, where are you from? Je lui dis, I'm from DRC. Il me dit, et puis il me parle, il me dit, Jambo. Et puis il commence à parler en Swahili. Il dit, I'm sorry, I don't understand. Et je me suis dit, oh my God. J'avais un lien avec ce monsieur, je savais même pas. C'est là. Waouh. Et lui, il était d'où? Tanzanie. Il était de la Tanzanie, hein. Ouais, non, mais le Swahili... Dès que je dis je suis du Congo, il m'a regardé, il a dit, j'ai un lien avec ce gars-là, il m'a parlé. Ouais. Ah, ils sont sympas, les Tanzaniens. Moi, j'ai vraiment aimé mon séjour en Tanzanie. Et surtout leur Swahili, là. Leur Swahili est trop nice. Mais moi-même, je dis, je parle Swahili, je comprends. Mais quand j'étais allée en Tanzanie, je me taisais, que du silence, quoi. Rien. Est-ce qu'ils parlent en Swahili aussi à la télévision, tout ça, ou dans les news et tout? Regarde, un truc qui m'a trop marqué. Le Parlement tanzanien et le Parlement kényan. Tu vois le Parlement kényan avec leurs juges qui ont toujours leur perruque blonde et les parlementaires kenyans qui s'insultent en anglais avec leurs accents, bien sûr, selon leur tribu. Hein. Ils ont toujours des faux accents. On connaît comment ils parlent en anglais. Et le Parlement kényan. Le Parlement tanzanien, tellement respectueux, ils échangent tous en swahili. C'est bon ça, c'est bon ça. Ouais, je regarde l'échange du Parlement, les échanges parlementaires. Les gens à la maison me regardent, me disent, Louise, tu regardes les échanges parlementaires? J'ai dit, non, je suis trop en amour avec les échanges parlementaires en swahili, quoi. Mais c'est ça. Parce que de toute façon, la langue, quand tu parles une langue, tu épouses la culture qui va avec, ok? Regarde, en lingala là, c'est le même mot pour dire un invité et un étranger, mopaya, ok? Quand nous on dit mopaya pour parler, quand on dit mopaya wana, quand on dit regarde ces étrangers, c'est le même mot qu'on utiliserait pour dire les invités. Donc forcément, on a une approche différente vis-à-vis de l'étranger, ok? Absolument. Donc le fait de parler en swahili, ça t'oblige à épouser toutes les valeurs de ta culture, le respect des aînés, la pudeur, la diplomatie, etc. Oui. Bon. Puisque quand tu parles dans la langue de quelqu'un d'autre, tu perds tes barrières culturelles qui t'obligent à respecter toutes ces valeurs, en fait. Donc, quand tu parles dans la langue de quelqu'un d'autre, tu peux crier, hein. Moi, je peux dire fuck en anglais, c'est rien. Mais en lingala, si tu dis seulement Mama Nayo. Mama Nangai. C'est grave, tu comprends? Donc c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment important que... Oui. En tout cas, merci Dédi. Donc, il ne reste que quelques secondes. Asanteni
sana, asante sana kwa kuongea na sisi, et puis vraiment que vous soyez bénis, Mungu awabariki, Miezi, la maman, toute la famille, et passez un très bon salon à Montréal. On va sûrement se reparler pour que quand votre livre va sortir et pour nous dire où est-ce que vous en êtes. All right, avec grand plaisir. Merci, hein. En tout cas, passe une belle soirée, hein. Merci, toi aussi, bye bye. Bye.